Voilà. Donc, écoutez, bienvenue à tous. Pendant effectivement un petit quart d'heure, je vais introduire les outils digitaux dans les objectifs de recrutement. Juste vous dire une chose, c'est que j'ai volontairement choisi non seulement de vous montrer des slides effectivement un peu statiques, mais de partir de la présentation de notre outil. Alors, puisque nous parlons d'outil Franchise Cloud, effectivement, qui est utilisé par un peu plus de 160 enseignes en France et en Europe, mais naturellement, vous en doutez bien, l'idée, c'est de revenir sur le digital dans son sens général. Et donc, ne vous y trompez pas, je prends notre plateforme comme support de ce que je vais indiquer et pas dans une présentation d'un outil qui serait l'unique outil en la matière. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, pour introduire le propos, quand j'utilise le digital pour recruter, je vais être confronté à plusieurs choses que je pourrais trouver. Euh, Déjà, le digital, un outil pour séduire le candidat. Première chose. Ensuite, le digital, un outil pour organiser et gagner du temps dans ma politique de recrutement. Alors, ce deuxième point, il va être même plus important dans ma présentation. Et pourtant, les gens le zappent. On pense tous à séduire et on pense moins à organiser, hein, et non seulement dans le digital. Mais donc, du coup, c'est très important parce que tous les développeurs le savent, le processus de recrutement gère en général entre minimum 4-5 mois, plus 10 mois. Donc, c'est une relation qui se construit sur la durée. Et donc, du coup, la manière dont vous pouvez organiser ce recrutement va vous allouer du temps à vous, à vos collaborateurs, et forcément, en termes d'efficacité, on aura une conséquence directe. Et souvent, on pense à avoir des leads, avoir des leads, avoir des leads, et finalement, on pense moins à comment on va pouvoir concrétiser ces leads, à la fois les sélectionner, Laure y reviendra tout à l'heure, et Pierre Roland, mais aussi quand même de pouvoir organiser ce processus de recrutement. Et puis, qui dit recrutement, dit forcément gestion des ouvertures, réussir à ces ouvertures. À quoi ça sert effectivement de recruter, de sélectionner un candidat si finalement c'est pour, en quelque sorte, échouer son ouverture, qui est non seulement un échec du futur franchisé, qui est un échec pour le réseau et qui peut avoir des conséquences juridiques, peut-être on y reviendra à la fin de cet exposé, mais qui sont importantes puisque dans ce recrutement, on l'oublie souvent, mais c'est une phase pré-contractuelle, ce qui veut dire qu'on est toujours dans l'urgence de convaincre, sauf qu'une fois que la personne est convaincue, il y a des conséquences et on ne peut pas revenir en arrière, et tout ce qui a été fait pendant cette période contractuelle, si elle est mal faite, mal entourée, mal programmée, mal gérée, peut avoir des conséquences tout simplement contentieuses, mais je pense qu'on y retournera. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelques questions sur le sujet, j'y suis habitué. Donc, premier élément, séduire le candidat sur le digital. Alors, je mets de côté tout de suite et je le mets simplement avant de montrer l'écran. À l'écran, vous voyez finalement, et je vais venir finalement, qu'est-ce qui se passe quand, en gros, j'ai reçu une demande d'un candidat, il s'est intéressé à mon enseigne, qu'est-ce que je fais à partir, en gros, de cette première pêche, en quelque sorte. Donc, je reviens 2 secondes un petit peu en avant, mais vraiment 2 secondes. Quand on dit sur le digital, forcément, ça veut dire utiliser les outils digitaux qu'on connaît, les réseaux sociaux, de la publicité. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais en gros, on utilise les outils digitaux pour aller rechercher des candidats. Petite précision là-dessus, simplement dire que nous, on constate de plus en plus une évolution des sites, médias, je dirais carrefour de ces demandes-là, vers de plus en plus l'utilisation, et c'est bien normal, des réseaux sociaux. Facebook en premier, LinkedIn. Je dis pourquoi Facebook en premier? Parce que souvent, on pense que LinkedIn étant beaucoup plus, je dirais, qualitatif, le terme ne veut pas dire grand-chose, mais que c'est plus important. Et finalement, ce qui compte, c'est le coût au contact utile. Et que finalement, Facebook reste un outil intéressant, mais tous les outils digitaux sont souvent utilisés en cross-canal. Je donne simplement une chose, c'est qu'en général, on est sur un coût d'acquisition d'un lead qui va être dans les 100 euros environ. Et que ce que je constate sur les 160 enseignes qu'on accompagne, c'est que quand je vais dans le digital et que je vais chercher un lead qui va signer un contrat de franchise, ne rêvons pas, on retombe sur des coûts qui sont aux alentours de 2000 euros par rapport à un candidat, ce qui peut être très intéressant par rapport à d'autres solutions. Et même jusqu'à 3000, on resterait sur des coûts intéressants. Donc voilà, à la fois, je balaye le mythe du digital qui ne coûte rien et en même temps, je dis qu'il y a une évolution et qu'il y a des choses très intéressantes qui s'y passent. Donc je passe une ligne et je dis qu'est-ce qui se passe à partir du moment où j'ai finalement quelqu'un qui sur mon site a répondu en tout cas à une demande.
via le digital et comment je construis la suite, en quelque sorte. Alors, premier point, je disais séduire le candidat. Vous pouvez naturellement utiliser dans le digital un outil type CRM finalement qui vous fait que je connais Monsieur Olivier Pires, je connais Monsieur Pierre Roland, Monsieur David Talerman, je mets ma petite fiche, je mets des choses sur lui, très bien, mais c'est finalement l'envers du décor, on y reviendra, c'est plutôt ce qui concerne l'organisation. Pour séduire le candidat, ce qu'on a mis en place de notre côté, il y a un objectif pour le développeur, c'est comment je construis au plus vite la relation qui match. Comment je fais que le candidat reçoit plusieurs mails de son sens dans tous les côtés et comment je fais moi pour qu'en gros, il se souvienne de moi et pas des autres. Donc, l'idée, c'est que je lui envoie un certain nombre d'éléments par mail, mais dans sa boîte mail, finalement, je suis en concurrence si on parle effectivement d'un client Mobalpa, Monoprix, Otacos pour parler de cela. Qu'est-ce qui se passe? Je reçois des mails dans ma boîte mail. Eh bien, je vais recevoir un mail de Monoprix qui dit « Coucou, merci de votre intérêt pour mon réseau. » J'envoie un petit SMS comme ça, je suis sûr de la délivrabilité. Et tout de suite, la personne va se connecter sur un espace. Ici, on voit un exemple d'une enseigne qui n'existe pas pour la démonstration, Relax Spa. Imaginons une enseigne dans le domaine de l'esthétique. Pierre Roland suivra bien cette démonstration. Et donc, du coup, comment moi, franchisé ou futur franchisé, je vais être séduit? Eh bien, si en cliquant sur le mail, je suis connecté dans un espèce de… On a tous l'habitude maintenant de nos espaces Facebook, de nos espaces clients SFR, eh bien, je vais être dans un espace où tout de suite, je vais être baigné, plongé dans l'univers de marque. Ça va permettre quoi? Ça va permettre naturellement d'avoir un discours plus riche. Vous voyez l'exemple, effectivement, alors là, je vais un peu bouger ma page, sinon, effectivement, des informations. Je vais tout de suite avoir des éléments de réassurance aussi, parce qu'effectivement, on va y revenir, mais les étapes d'un parcours candidat sont très importantes, entre 8 et 12. Au-delà de 12, vous pouvez déjà savoir que dans le digital ou pas, vous vous plantez. Et en dessous de 5, le franchisé ou futur franchisé se demande un peu ce qui se passe. Ce que je constate, c'est que la plupart des gens qui fonctionnent bien sont souvent dans des étapes 8 et 12, mais la personne va pouvoir à chaque fois voir où elle se trouve, voir les étapes d'après et qu'est-ce qui va se passer dans les différentes étapes jusqu'à l'ouverture. Donc, si je devais résumer ce point, comment utiliser bien le digital dans la séduction du candidat et dans la mise en réassurance, disposer d'un espace entre parenthèses client ou candidat franchisé qui va permettre un discours plus riche, qui va permettre derrière de pouvoir organiser la transmission de sa candidature. Je rentre dans une page intérieure, vous voyez ici, envoyer la lettre de motivation, envoyer l'accord bancaire, les statuts, les cabis, ces choses-là vont naturellement aller entre parenthèses en augmentation au fur et à mesure qu'on va avancer dans le process. J'ai aussi, par exemple, un espace qui va me permettre de transmettre les pièces jointes et puis un espace aussi qui va me permettre, très intéressant, et peu importe l'outil à la limite là, c'est que si vous utilisez le digital, faites en sorte, qui dit digital, dit processus à étapes. Je vais m'expliquer. Le candidat, vous lui donnez des éléments, il faut que votre process dans le digital soit absolument rythmé. Dès lors que vous utilisez le digital, il vous faut un process candidat qui est rythmé. Ça veut dire des étapes clairement identifiées et des étapes qui donnent accès, entre parenthèses, à du contenu de plus en plus important. Très grave erreur de donner tout le contenu à l'étape 1, mais très grave erreur aussi que je constate et qui est sévèrement sanctionnée par le digital, qu'au fur et à mesure où je passe d'une étape à l'autre, admettons, on a vu troisième étape, quatrième étape, si je n'ai pas du contenu supplémentaire, eh bien là aussi, c'est important. Donc, vous voyez, dans mon espace consultation, j'ai peut-être l'étape 1, je vais recevoir la plaquette institutionnelle de Relax Spa. Et puis, peut-être à l'étape 4, je recevrai déjà un petit exemple des produits, de la synthèse, un exemple peut-être de la base de connaissances qui me semble expliquer comment on accède à une partie du contenu. Et puis le digital aussi, là, il reviendra et certainement Pierre aussi Roland, c'est que j'ai un candidat, il faut le sélectionner, le filtrer et là aussi l'idée que le questionnaire de candidature puisse être rempli directement en ligne est un élément important. Donc voilà en tout cas d'avoir un côté, on va dire, candidat dans lequel le candidat puisse s'y retrouver. Deuxième chose, dans cette liste de préconisations quand on utilise le digital, si j'utilise le digital, l'intérêt du digital, c'est que je peux tout tracer. Donc, ça veut dire que je vais avoir des demandes qui vont venir, admettons, de l'Observatoire de la franchise. Alors, je parle dans des choses très, très, très franco-françaises, désolé, même si au-delà des frontières, mais Franchise Magazine, le site du franchiseur. L'intérêt, c'est que toutes ces candidatures-là, je les récupère au même endroit
et je vais pouvoir les gérer dans le même outil. Ça veut dire que là aussi, dans le digital, souvent, une des difficultés, c'est que j'ai un peu des mails dans tous les sens et que de centraliser tout ça pour bien suivre les faits, un peu compliqué. Donc, je centralise tout ça. Je crée un espace candidat, comme on l'a vu effectivement à l'instant T, une partie qui peut s'apparenter au CRM et que vous devez absolument retrouver dans cet outil ou dans un autre, c'est je sais, admettons, je sais que cette personne-là est à la 5e étape depuis 300 jours, je sais ça fait, admettons, 84 jours qu'elle est sur l'étape 2, j'ai toutes les informations la concernant, des tags, je sais qu'est-ce que je lui ai dit, qu'est-ce qu'on s'est dit dans notre dernier échange, quand je la rappeler, bref, un filtre assez global sur tout le monde. Et puis, très intéressant, et encore plus intéressant, dans cette partie organisation de ma recrutement digital, j'ai indiqué que c'était important de séduire le candidat, mais c'est effectivement encore plus important de pouvoir organiser les choses derrière. Eh bien, vous voyez que si je reviens sur cette partie candidature, je vais sur la liste des candidats et je vais pouvoir avoir toute une fiche de suivi des candidats. Je reprends mon exemple de Bernard Michel. Eh bien, je vais arriver sur sa fiche et vous voyez ici quoi? Eh bien, il faut que le candidat ait l'impression que vous ne pensez qu'à lui jour et nuit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut inverser le mode de rapport de force, hein, mais en tout cas, il faut qu'il ait l'impression que vous ne pensez que à lui et donc, du coup, que vous ayez un système qui vous permet d'automatiser au maximum ce que vous lui envoyez et régulièrement, ce sont les mêmes mails. Coucou, on s'est vu, suite à notre échange, à notre rencontre, je vous envoie tel élément, tel élément. Et là, du coup, ça veut dire le faire passer à l'étape suivante sur des éléments que vous avez préenregistrés, naturellement, qui sont les vôtres. Dans mon exemple, j'ai un mail de rendez-vous du siège avec déjà une signature. Ah, voilà. Je fais, j'envoie. La personne reçoit le mail. Dans ce mail, il clique, il accède à son espace candidat et à nouveau, il va recevoir du contenu différent, de plus en plus immersif et qui va permettre, encore une fois, de créer cette relation entre recevoir des mails de temps en temps et avoir un espace dans lequel petit à petit je construis ma réflexion. On l'oublie aussi, c'est que le digital, on ne perturbe pas les données du recrutement. La personne, souvent le recruteur, et là aussi Pierre Roland, à mon avis, pourra revenir sur ce point-là, c'est que je dirais nous, vous vendez une marque, mais le candidat à la franchise, lui aussi, il achète un projet de « je crée une entreprise ». Et accessoirement, je crée une entreprise Guino, je crée une entreprise Mobalpa, je crée une entreprise Otakos. Ça veut dire que de le forcer à construire ce projet de création d'entreprise dans votre univers de marque avec votre contenu, c'est important. Donc voilà, en tout cas, et puis vous devez avoir des outils dans lesquels je vais avoir les conditions de passage, je suis tous les échanges qui ont lieu avec lui, je peux savoir s'il a ouvert ou pas des plaquettes, et puis je suis tout ça, voire même si j'envoie mon candidat, là aussi, chose importante, on dit digital, mais on parle de digital, c'est-à-dire à la fois du physique, du présentiel et du digital. Ma personne, je l'envoie chez un candidat, chez un franchisé déjà existant, eh bien, je vais pouvoir demander directement à mon franchisé, j'envoie à Claudie Barry, admettons, et je lui dis, tiens, ou Jessie Augiron, j'assigne et elle va recevoir un questionnaire dans lequel elle va facilement me dire tout son avis sur le petit candidat qu'elle a rencontré. Donc, vous voyez, je ne vais pas plus loin, mais vous devez avoir des outils comme ça qui sont des vraies plateformes collaboratives pour organiser toute cette prise de contact et la manière dont finalement la réassurance s'installe, la confiance s'installe et d'un seul coup, le projet de la personne dans un lien digital, comprenez que c'est-à-dire que c'est des gens qui sont à 800, 700 km de vous, vous allez peut-être les voir une fois ou deux, et il faut que, malgré le digital, donc il faut se le dire, malgré en gros un truc qui est virtuel, le digital c'est du virtuel, et bien en fait, en face de ce virtuel, il faut réussir à recréer toutes les conditions au contraire d'une réelle relation. J'en termine là et je prolonge simplement mon propos de 5 minutes sur deux autres aspects sur lesquels je voulais insister dans le timing qui m'est accordé. C'est un autre point qui est, on a recruté quelqu'un, on a fait l'assurance et bien évidemment qu'il va falloir gérer l'ouverture pour qu'elle soit réussie. Donc, imaginons qu'à la 10e étape, tout va bien, on s'est fait envoyer tous les documents, on a fait une signature électronique du DIP ou d'autres choses, ça s'appelle d'autres documento de information en Espagne. Enfin, voilà, chaque pays a sa norme, mais au bout d'un moment, je vais avoir à programmer l'ouverture de mon point de vente et je vais créer des templates aussi qui vont favoriser. Olivier Gérardin de Pitaya me disait encore la semaine dernière que sans un outil de ce type-là, eh bien, les 50 ouvertures à l'année qu'il a fait ne serait-ce que l'année dernière sont complètement impossibles. Et là aussi, le franchisé, juste au moment où il a sauté, je dirais, le pas pour devenir vraiment franchisé les derniers jours, il y a une espèce de fébrilité qui fait que si tout n'est pas organisé et calé à ce moment-là, non seulement on peut retarder
l'ouverture, mais parfois, il y a des ouvertures qui ne se font pas du tout parce qu'au dernier moment, il y a du stress. Ah, ma femme a dit que peut-être que, mon mari a dit que… Attention, c'est une période qui est importante à savoir gérer. Je vous montre simplement du coup ce que ce type d'outil vous devez avoir. Vous allez avoir la possibilité effectivement de dire les tâches, des gens en interne. Tiens, la personne du marketing, il faut commander les flyers. Tiens, le franchisé, il faut qu'il pense à ouvrir des compteurs d'électricité, des choses comme ça. Il vous faut absolument un outil pour programmer ce planning d'ouverture. Et puis, naturellement, ça donne la place à la discussion avec le candidat. Dans notre exemple ici, tiens, la proposition de l'architecte a changé, je remets des plans, tiens, voilà, il faut que tous les partenaires qui ont intérêt à l'ouverture soient au courant. Ça peut être très bien un avocat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai des données pour faire le contrat, eh bien, j'envoie un mail dans les tâches, l'avocat est au courant, il vient positionner son document. Donc, et puis, je vais pouvoir retrouver tous les membres, naturellement, qui ont lien à ce projet. J'en dis pas plus là-dessus, mais vous voyez que je voulais simplement insister pour vous dire que l'ouverture du point de vente, pour moi, fait partie de ce process candidat et il pourra vous être reproché après, effectivement, parce que déjà, vous accompagnez le candidat à la franchise, donc vous êtes déjà dans quelque chose qui a une teneur. Et j'en termine vraiment là-dessus pour vous dire que naturellement, le digital n'aurait aucun sens si on ne se servait pas du digital pour, je dirais, eh bien, avoir… le digital, ça permet quoi? Ça permet de mesurer et de s'améliorer. Si je ne mesure pas, je ne m'améliore pas. Et souvent, dans d'autres domaines, c'est plus difficile que le digital. Ça veut dire que forcément, dans le digital, puisque tout revient au même endroit, eh bien là, je dirais, j'ai l'outil fou aimé des développeurs qui vont dire, j'ai mis de l'argent sur du LinkedIn, du Facebook, j'ai mis de l'argent dans les rencontres franco-suisses. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? D'où viennent mes leads? Combien de temps ils restent chez moi? Est-ce que finalement, je les perds à l'étape 2, à l'étape 3? Pour quelles raisons? J'ai un tunnel de conversion et je vais dire, admettons, vous voyez ici, et je termine sur cet écran-là, eh bien, les gens qui viennent de telles sources, ils sont là. Et puis, je vois que sur une certaine durée, eh bien, sur 100% de gens, admettons, qui viennent à l'étape 1 que j'ai appelée contact et information, j'en perds petit à petit. Naturellement, vous avez compris que si je fais des filtres, je vais pouvoir choisir l'unique source qui m'intéresse, mais petit à petit, j'en perds et c'est normal. Alors, dans mon exemple, j'ai 17% des gens qui restent validés. Bien évidemment, c'est un chiffre trop optimiste. Et je termine du coup, avant une des questions là-dessus, le benchmark que je vois dans le digital ou dans le physique, finalement, ne change pas. On reste autour entre 1, 2%. Moi, je pense que quelqu'un qui organise bien sa recherche sur le digital est en capacité d'aller dans les 3,5% entre le premier lead et le taux de signature de contrat derrière. Mais le digital donne des outils pour réduire ses coûts, pour accélérer les délais, pour faire la différence par rapport aux concurrents. Mais au final, sur le taux de conversion, eh bien, on est dans un monde réel, hein, on reste sur les mêmes taux. Voilà, David, par quoi je voulais terminer cette courte présentation des outils digitaux. Moi, j'ai une question, excuse-moi David, à Olivier, parce que c'est vrai que sur le recrutement, il y a des questions souvent qui reviennent des candidats, c'est toute la partie formation, accompagnement, animation réseau, etc. Est-ce que ça, il y a des solutions qui sont proposées en digital, justement, pour accompagner et suivre ce candidat aussi sur cet aspect-là, qui est un aspect important dans son choix d'une enseigne aussi. Hein. Tu as raison, je ne l'ai pas mentionné, mais tu as complètement raison. C'est-à-dire que le digital doit être aussi une espèce de carte de visite vis-à-vis du candidat. Ça veut dire, et c'est souvent d'ailleurs vrai pour nous, par exemple, les jeunes réseaux, souvent disent attention aux candidats, on utilise les mêmes outils. Alors, je vais faire plaisir parce que je vais citer des gros réseaux, mais que Nesten, que Monoprix, que le groupe Bertrand, Léon, Hippopotamus et tout. Et donc, du coup, à travers l'espace candidat, de mettre à disposition déjà des outils d'e-learning, déjà des outils de formation, de montrer déjà des quiz, des rapports de visite, c'est montrer dans cette étape principale les outils digitaux dont vont disposer les futurs franchisés. Et donc, tu as complètement raison de le mentionner. Le digital, beaucoup plus que les autres manières, est un moyen de montrer en gros ce qu'on a en magasin. Oui, c'est ça. Merci. Alors, ouais, je dois avancer parce qu'on a encore des candidats. On a après donc à peu près 10 minutes de questions-réponses.
Moi-même, j'ai des questions et il y a des questions qui ont été posées. On va se les réserver sur la fin. On va passer donc à Laure. Donc, Laure, je te donne la parole, je te laisse te présenter et je te poserai quelques questions après. Oui, bah, écoutez, moi, donc, je dirige un cabinet qui s'appelle Agile Conseil. Donc, j'ai 2 casquettes, cabinet de recrutement classique, plutôt orienté sur les exécutives, et puis également, fort d'une expérience de plus de 15 ans dans la direction d'animation réseau en franchise, j'ai développé, via notamment la Chambre de commerce et d'industrie franco-suisse, avec laquelle je collabore, une offre à destination donc des franchiseurs, et plus spécifiquement ceux qui cherchent à s'installer en Suisse pour recruter des candidats. Donc en fait, c'est ma casquette de recruteur qui va opérer sur cette activité de franchise. Donc en fait, le recrutement, c'est vrai que n'est plus ce qu'il était. Avant, c'était assez simple. Hein, quand on était recruteur, en tout cas dans la franchise, il suffisait donc d'être sur Franchise Expo, éventuellement d'avoir une ou deux parutions dans la presse et sur les portails spécialisés, et on faisait le job. Aujourd'hui, on doit soigner ces outils de recrutement, comme l'a dit Olivier, et construire une vraie stratégie de contenu claire. Donc les conseils que je peux vous donner, c'est ne pas hésiter à montrer l'attachement qu'on a entre la marque et le réseau, au travers des outils, les e-plaquettes, les landing pages qui sont dédiés au recrutement sur vos sites, choisir des sites de référence, bien sûr, pour promouvoir l'enseigne, hein, comme l'Observatoire, Franchise Direct, toute la franchise. Même si vos enseignes et vos fiches enseignes sur ces grands boards sont à jour, n'hésitez pas à rédiger des news de votre réseau, poster des interviews des derniers recrutés, des photos des dernières ouvertures, nouveaux produits, vos nouvelles offres, la vie du réseau, bref, tout ce qui va montrer, on va dire, le dynamisme de votre enseigne. N'hésitez pas non plus à publier vos news sur la presse spécialisée. Merci Laure. Il y a aussi un aspect, selon moi, hein, qui est un aspect de confiance, hein, un peu comme les personnes qui achètent, un peu comme les consommateurs. On a besoin d'avoir effectivement des aspects de confiance, et les éléments que tu as cités, pour moi, effectivement, sont clairement des aspects de confiance, donc des testimonials, enfin, ce genre de choses qui montrent que voilà, le sérieux de l'enseigne, l'accompagnement, plus des outils comme Olivier Pires, effectivement, peuvent être très intéressants. Alors, peut-être un conseil pour intensifier sa visibilité, Laure, qu'est-ce que tu peux donner là? Alors, je pense que Olivier, là-dessus, il peut me rejoindre, peut donner ses conseils, mais ce que je peux vous dire de ce que font certaines enseignes, donc effectivement, certaines utilisent aussi les campagnes Google AdWords. Elles envisagent des posts sponsorisés sur LinkedIn ou sur Facebook, achat de visibilité aussi sur les sites spécialisés. Évidemment, il faut augmenter sa présence sur les réseaux sociaux, ne pas hésiter à animer les profils sur les réseaux, faire appel à un community manager si nécessaire. En tout cas, aujourd'hui, les canaux d'acquisition, ils doivent être ciblés aussi en fonction des candidats. On ne peut pas aller chercher un primo-accédant comme un multifranchisé. Effectivement, oui, donc une segmentation, hein, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Hein, Olivier, je pense que tu es d'accord. Juste en 2 secondes, parce que j'ai déjà été long, mais juste préciser peut-être que sur le digital, l'intérêt du digital aussi, c'est de géolocaliser. Je m'explique. Vous êtes un franchiseur comme Guino. Vous avez déjà quand même une belle implantation. À chaque fois que vous allez avoir des choses qui vont venir de sites classiques, les gens vont postuler un peu partout en France. Le digital vous permet par exemple de dire tiens, je veux, alors Pierre, je vais dire peut-être une bêtise, mais si je veux un Guino, admettons, je sais pas moi, à Rennes, il y en a forcément, je prends une petite ville, je sais pas, à Castres dans le Tarn, eh bien je vais pouvoir dans ma stratégie digitale faire finalement sur une zone de chalandise de 20-30 km², beaucoup plus simplement qu'avec des outils non digitaux. Donc là, le digital, il sert aussi à géolocaliser une recherche de candidats. Après, ça, je pense que toi, David, qui anime aussi des masterclass de recrutement classique, tu peux en parler, mais il est nécessaire quand même d'identifier le parcours éventuel du candidat, hein, Olivier également et puis Pierre. Pour trouver les bonnes cibles, il faut savoir quels sont leurs centres d'intérêt.
Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire, je ne veux pas te contredire Olivier, hein, mais LinkedIn plutôt pour les cadres, entrepreneurs et les investisseurs, Facebook pour accroître visibilité et notoriété de l'enseigne. Voilà, alors moi en toute modestie, parce que les réseaux sociaux, c'est plus ta partie que la mienne Olivier, mais sur LinkedIn, je pense qu'aujourd'hui tout le monde a compris qu'il fallait avoir une page dédiée. Ne pas hésiter à utiliser les groupes LinkedIn pour pouvoir communiquer. On peut aller jusqu'à 100 groupes avec cet outil. C'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec LinkedIn. Ne pas hésiter à reprendre toutes les interrogations que pourraient avoir vos candidats, activités, valeurs, publier des actualités autour de votre franchise, parler des dernières ouvertures, les recherches que vous envisagez, et n'hésitez pas à publier les interviews de vos franchises. Merci. Ouais, alors, pour le coup, là, je regarde la trotteuse, car c'est mon job. Non, écoutez, c'est parfait. On a, alors, c'est évidemment parcellaire, malheureusement, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le détail, mais on a effectivement quand même pas mal d'éléments là-dessus. On voit bien que ça nécessite, si on veut faire les choses correctement, ça nécessite quelques investissements d'un point de vue à la fois logiciel, bien sûr, et puis aussi humain, parce que là, il y a quand même, il faut un peu de monde sur le pont pour gérer ça. C'est vrai que moi, en tant que professionnel du digital, je vois les choses vraiment de la même manière que le recrutement de clients. On est vraiment sur une même type de stratégie de contenu, même type de ciblage, sauf que c'est adapté en tout cas un profil et un public très particulier. Très bien. Alors maintenant, je propose donc de passer à un témoignage donc de Pierre Rolland. Donc Pierre Rolland, je vous donne la parole. Vous allez pouvoir vous présenter un tout petit peu plus. Et après, je vous poserai quelques questions. Oui, merci David. Bonjour à tous. Donc, comme David l'a précisé, moi je suis le master franchisé des instituts Guinaud en Suisse. Comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas suisse d'origine. Donc, voilà, moi je me suis lancé dans ce projet-là il y a 2 ans. Donc, je suis un petit peu, je dirais, nouveau puisque je travaillais comme employé et j'avais décidé de quitter mon entreprise pour me lancer dans mon propre projet entrepreneurial. Et donc aujourd'hui, c'est sûr que le recrutement franchisé, c'est la base de mon projet. Et malgré mon accent, je vais peut-être insister sur les spécificités en Suisse que j'ai rencontrées. Et je trouve beaucoup de similarités avec ce qui a été dit ce matin dans certaines conférences sur l'approche de la franchise en Suisse. Donc bien sûr, le digital est vraiment important et j'apprécie que Olivier, vous ayez pu préciser un petit peu les outils disponibles. Après, pour reprendre quelque chose qui a été dit ce matin, les Suisses sont des personnes très pragmatiques, très authentiques dans le sens où la relation reste la base du contrat, ce qui est différent de ce qu'on connaît en France ou dans d'autres pays. Donc, les contrats sont très peu épais, ils font quelques pages, mais derrière, l'engagement en tant que personne compte beaucoup. Donc, ça veut dire que dans le recrutement de franchisés, cet aspect confiance, c'est vraiment la première étape. Ou alors, je dirais peut-être la deuxième étape dans le sens où il faut se faire connaître et il faut être présent, il faut être visible, mais après, très, très rapidement, il faut travailler ce côté relationnel, ce côté humain. Et je dirais, pour en avoir discuté avec Guinaud, qui est présent dans 70 pays aujourd'hui, et notamment en France, on ne peut pas reproduire les mêmes schémas. Et c'est assez intéressant aussi, puisque c'est un parallèle qu'on a eu ce matin, c'est qu'on ne peut pas transposer le modèle de recrutement que l'on a en France sur la Suisse. Ouais. Avec la dimension, si je peux me permettre, Pierre, d'intervenir, effectivement, la réactivité qu'on va avoir, mais ça c'est valable en France et en Suisse, avec le premier contact, le temps qu'on va passer, le suivi qu'on va avoir et le parler vrai, c'est très important. C'est vrai qu'on est encore dans une relation qui peut ne pas être contractuelle aussi en Suisse. Donc ça ne fait pas la même qualité d'échange, en fait. C'est vrai. Et là, pardon de vous interrompre, Laure. Je voudrais rebondir sur ce point du temps qui est important. C'est vrai que on
on a besoin de plus de temps en Suisse, et les personnes ont besoin de plus de temps pour prendre leurs décisions. Pour avoir la confiance, ça demande du temps. Et on dit le temps, c'est de l'argent. Et donc, c'est à prévoir aussi dans les business plans, c'est-à-dire que dans le recrutement, le temps de recrutement va être, à mon avis, beaucoup plus allongé qu'en France. Le marché est plus petit, donc on a moins de candidats aussi potentiels. Et donc, il faut prévoir ce temps-là et le financement aussi pour ça. Parce que, voilà, parce qu'au final, il faut des outils. Ces outils, il faut les faire tourner et ils vont tourner pendant plus de temps, quoi. Merci, merci Pierre. Alors juste peut-être une petite anecdote personnelle. J'ai vu personnellement des deals se faire entre deux personnes avec des deals de plusieurs centaines de milliers de francs. On ne parle pas de petits deals, donc des deals de quand même plusieurs centaines de milliers de francs se faire par une simple poignée de main. Voilà. Et ça, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pays dans lesquels on puisse assister à ça. Et la confiance est totale. Hein. Voilà. Ouais, mais il y a quand même une différence majeure entre la Suisse et la France, Pierre, hein, aussi, c'est qu'ici, il n'y a pas besoin de DIP. Donc, il n'y a pas de DIP, il n'y a pas la même relation contractuelle entre un candidat à la franchise et son enseigne. Du coup, voilà, la qualité de l'échange, elle n'est pas la même non plus, je veux dire, de fait. Hein. Il y a quand même cette pression aussi parfois que peuvent avoir les franchiseurs d'avoir une espèce de, comme ça, une conformité juridique qui peut parfois un peu, pas biaiser le propos, mais le rendre un peu différent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Pierre, mais… Tout à fait. Je pense que la sensibilité, nous, on est plus orienté, focusé sur le savoir-être. Voilà, est-ce qu'il adhère aux valeurs morales? Est-ce qu'il a l'esprit d'équipe? Est-ce que c'est un leader, un manager? Enfin, toutes les qualités que vous connaissez parfaitement. Voilà, on va être moins stressé par la relation, je veux dire, contractuelle, le DIP, les obligations, etc. Enfin, je ne sais pas si vous… Vous voulez dire en Suisse? Oui, en Suisse, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui est appréciable, et ça a été mentionné ce matin, dans le développement d'un business en Suisse, c'est qu'on est beaucoup moins contraint, c'est beaucoup plus libre. Donc, il y a d'autres contraintes, c'est sûr, mais en tout cas, celle-là, elle est fortement appréciable par rapport à d'autres pays. C'est-à-dire que, un, d'un point de vue contractuel, deux, d'un point de vue aussi gestion des employés pour les franchisés. Aujourd'hui, la relation employeur-employé, elle est réduite, je dirais, à un minimum qui est aussi le contrat moral entre l'employé et l'employeur, et on peut se séparer mutuellement sans avoir à faire des procédures. Voilà. Et d'un côté, l'employeur ne va pas se séparer d'un employé pour des raisons qui ne seraient pas valables, et pour la même raison, un employé ne va pas quitter l'entreprise s'il n'y a pas des raisons relativement valables. Et on est sur ce pragmatisme, ça a été précisé là, ce matin par Mme Kussmann. C'est voilà, le maître mot, même dans la négociation, et surtout dans la négociation d'un contrat avec un franchisé, c'est le pragmatisme. Et voilà, et c'est appréciable. David, merci. Si je juste prolonger le propos de Pierre sur le sujet, bien évidemment, alors nous, avec nos outils digitaux, on intervient enfin, ils sont utilisés en tout cas dans plus de 40 pays dans le monde. Donc, à chaque fois qu'il y a un endroit et un pays, non seulement il y a une langue, mais effectivement, il y a une culture derrière. Donc, effectivement, les outils que vous utiliserez doivent forcément déjà permettre de paramétrer un process d'étapes qui est forcément, mais même dans le même pays, entre chaque enseigne, il y a des cultures différentes, mais encore plus dans certains pays. Mais j'insiste là-dessus puisqu'on parle du digital et du recrutement. J'ai donné un certain nombre de conseils si on veut en tout cas utiliser. En gros, en 2021, on se dit on est obligé d'utiliser le digital pour le recrutement. Ce n'est plus un choix, on est obligé de le faire. Et donc, j'ai essayé d'indiquer 2-3 manières de le faire pour qu'il soit, on dirait, performant ou plus performant. Par contre, je rejoins complètement Pierre dessus, c'est que le digital et les plateformes collaboratives doivent permettre, à côté d'un vrai échange physique, même à la limite, j'ai tendance à dire gagner du temps. Je m'explique. J'ai de plus en plus un certain franchiseur, je ne dirais pas le nom, qui disent « Bon, maintenant que j'ai un outil digital, en gros, je mets une pièce dedans,
le franchiseur, il va sur Facebook, il va dessus. Et même, j'ai des demandes en disant, bah, ce serait bien aussi que tu les fasses payer complètement la formation in fine. Tout comme si finalement on mettait un franchisé dans une espèce de moulinette en haut, on le passe dans un canal digital et à la fin, il ressort franchisé. Bien évidemment, alors, outre que ça soit une erreur monumentale, le digital, ce n'est pas demain que le digital remplacera les très bons recruteurs, ni demain, ni après-demain. Par contre, le digital, quand il est bien utilisé, il permet encore une fois d'avoir plus de place. Alors, en fonction des pays, on va faire les critères parce que Pires, vous avez compris que j'étais, même si je connais bien, à mon avis, la région dont j'entends l'accent de Pierre, dans le sud-ouest en tout cas, je ne vais pas comparer l'Espagne par rapport à la Suisse, par rapport à l'Allemagne, mais peu importe la relation et la confiance, ça donne plus de temps justement à ce côté physique. Parce que qu'est-ce qui se passe quand les gens utilisent bien le digital? On se voit, on parle du projet. À la limite, moins il y a de formalisme, plus ça peut être important. Il y a toujours des questions à un moment donné. Et au fait, ça, qu'est-ce que tu m'as dit là-dessus? Et le développeur peut dire, écoute, pas de souci. Tu saches que tu peux retourner quand tu veux sur ton espace candidat. Tout est repris, tout est indiqué. On t'a donné des modus. En fait, ça fait une espèce de pré-message formatage qui rassure à côté d'une relation qui forcément, peu importe le pays, pour être réelle, bah, doit s'inscrire dans le physique. Et on est tous les uns les autres. Quand on dit taper la main, bah, ça veut dire qu'on a besoin de se voir les yeux dans les yeux et sentir. Je pense que la franchise, peu importe le pays, c'est un contrat intuitu personae. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est à un moment donné, bien sûr qu'il y a une enseigne, Guino, mais il y a à la fois le développeur qui donne confiance, et c'est souvent d'ailleurs pour lequel soit c'est le master franchisé à un moment donné qui intervient, soit c'est le franchiseur, mais que c'est rarement une fonction qui est déléguée. Donc le digital, il doit permettre de séduire plus, de gagner du temps, mais au bout d'un moment, et de mettre du formalisme, mais la réalité du recrutement, à un moment donné, il se fait entre un homme et une femme, entre deux femmes ou entre deux hommes, peu importe, mais en tout cas dans la vraie vie, comme on dit. Merci, merci Olivier, c'est très intéressant et c'est très bien de l'avoir rappelé. Et dans la vraie vie, on sait bien que le digital n'a pas remplacé, dans la plupart des business, n'a pas remplacé le physique. En tout cas, ça reste encore vrai pour la franchise, et tant mieux. Pierre-Roland, je continue sur les questions. Est-ce que finalement, quel profil de candidat recherchez-vous? Alors moi, j'ai 3 profils de candidats. Soit ce sont des esthéticiennes qui récemment diplômées ou employées qui souhaitent s'installer. Donc là, c'est vraiment une installation. Généralement, ce sont des personnes qui ont peu de moyens financiers, donc il faut les accompagner aussi dans le financement avec toutes les challenges qui ont été mentionnés aussi ce matin. Ensuite, il y a des personnes qui veulent convertir leur institut. Donc, elles ont un institut, elles veulent le booster. Et donc, ça, c'est un deuxième profil. Donc là, on est des profils de personnes qui ont déjà une expérience, qui ont déjà aussi des moyens financiers pour le faire, qui ont déjà un projet, enfin, qui n'ont même pas un projet, qui ont une expérience de leur institut, qui ont personnalisé leur institut. Donc, tout le challenge aussi, c'est de garder cette personnalité de l'institut et de les faire évoluer dans un schéma qui est un petit peu différent. Et pour moi, c'est une des clés. Je vais revenir, je vous dis le troisième, et puis après, je reviendrai sur cette clé-là. Mais le troisième, ce sont des investisseurs qui souhaitent investir dans un institut et mettre quelqu'un en place pour le gérer. Voilà, une des clés pour moi en Suisse, c'est de garder cette personnalisation de l'institut parce que, d'une part, je pense que la franchise n'est pas aussi connue, n'est pas aussi développée qu'en France, en tout cas, que dans d'autres pays. Elle est aussi pas forcément bien accueillie. Les Suisses sont des entrepreneurs dans l'âme. Ils se financent eux-mêmes. Ils font très peu appel aux banques parce que les banques, en tout cas dans les commerces, ne suivaient pas jusqu'à présent. Donc, quand on va les voir, ces personnes-là nous disent « Mais oui, est-ce que j'ai réellement besoin de vous? Qu'est-ce que vous allez m'apporter ?» Et c'est là où moi, j'ai ce premier argument. Et le deuxième argument, c'est moi, j'ai créé mon entreprise, je ne veux pas perdre mon identité. Donc, il faut négocier et s'adapter, je dirais. Et dans ce contexte suisse, c'est important de pouvoir garder cette identité tout en apportant toutes les valeurs et tous les moyens qu'un groupe ou qu'un franchiseur peut avoir, quoi. Mais c'est quelque chose qui est
pas forcément évident. En tout cas, dans mes 2 années d'expérience maintenant dans la franchise, c'est un réel challenge. Merci Pierre. Alors, une petite question concernant on va dire, vos secrets de fabrication. Hein. Quelles sont vos méthodes de recherche? Alors, comment est-ce que vous avez trouvé vos franchiseurs? C'est quoi votre recette? Ouais. Alors, comme je l'ai précisé, moi, je suis dans une phase un peu de démarrage. Hein. Donc, ce qui est important pour moi, c'est pas la quantité, c'est déjà de choisir les bons franchisés, parce que c'est eux qui vont être l'image de la marque en Suisse. Donc, pour moi, le premier vecteur dans un premier temps, ce sont déjà les franchisés eux-mêmes. Donc, je parle par expérience. C'est vrai que on est 2 instituts en Suisse donc la personne de Fribourg, c'est elle qui aujourd'hui m'amène le plus de leads, je dirais. Et ça correspond vraiment au schéma suisse roman aussi, puisqu'elle est conseillée par cette personne. Il y a déjà cet aspect de confiance qui s'instaure plus facilement. Donc pour moi, ça c'est le premier critère. Après, comme l'a dit Olivier, il faut s'organiser, il faut répliquer tout ça et il faut se faire connaître. Aujourd'hui, même si Guino est très connu en France, la notoriété de Guino en Suisse l'est moindre. Et le digital est un incontournable aujourd'hui pour se faire connaître. Et voilà, je rejoins tout à fait Olivier dans le sens où ensuite, après, si on veut aller vite, il faut organiser les choses et il faut rassurer les candidats sur les différentes étapes qui vont être conduites, parce que cette visibilité, c'est ce qui amène de la confiance, mais aussi ce qui va permettre d'aller plus vite dans le processus de recrutement. Et d'accord, parce qu'en fait, on parle de recrutement, mais on est dans du business, du B2B. Hein, donc, l'important, c'est qu'on arrive à faire converger nos intérêts communs. Voilà. Et plus que du recrutement, pour moi, c'est arriver à faire converger ces intérêts pour avoir un accord et partir sur de bonnes bases dès le départ. J'ai eu une expérience très récemment où la personne voulait rejoindre le réseau. Il y a un fit qui ne s'est pas fait. Et à un moment, si on part, en tout cas ma position, c'est-à-dire si on part sur des mauvaises bases, ça va être compliqué par la suite. Et ça peut se faire que par les différentes étapes que précisait Olivier. Il faut qu'il y ait un cheminement et il faut qu'il y ait il y a un cheminement et un rythme. Et le digital permet ça aussi. Parce qu'effectivement, si j'envoie une brochure avec tout le contenu dedans. Le digital, il donne du cadre, il formalise les choses et il permet à certaines étapes de leur montrer. Alors, on n'est pas dans le gaming. Hein, je ne veux pas, à chaque fois que je gagne des choses derrière, mais il permet d'avoir une espèce de rythme. À côté du présentiel, j'ai des choses. Voilà, et la personne voit bien. Et des fois, on est tous les mêmes. Hein. On entend des choses et tout, mais au bout d'un moment, il faut qu'on voit à l'écran là l'avancée de notre propre réflexion, notre propre chemin vers l'entrepreneuriat. C'est pour ça que le digital, puisqu'il est interactif par rapport à un PDF qui ne bouge pas, il permet ça aussi. Il permet finalement à chaque fois de voir cette actualisation, une espèce de progression, j'allais dire. Après, il y a le rendez-vous physique aussi qui est quand même déterminant. Hein. Je veux dire, c'est vrai sur on va dire les critères qu'on a qui vont être communs à l'ensemble des franchiseurs, hein, l'esprit d'entrepreneuriat, le côté commerçant, l'esprit d'équipe, etc. Tout ce qui va être savoir-faire, ça va être transmis par l'enseigne, mais ça va être le savoir-être. Donc, je pense, dont Pierre parlait à l'instant, est-ce qu'on est en phase avec les valeurs morales de l'enseigne ou pas, finalement? Est-ce qu'on va être à même de bien représenter le réseau, etc., etc. Donc, tout ça, ça va être déterminant pendant l'entretien physique, hein, Pierre. Ça l'est tout à fait, mais il faut aussi que côté franchiseur, on soit suffisamment à l'écoute pour aussi adapter les choses, parce que, comme je l'ai dit, c'est une convergence d'intérêts. Et si on essaie, en tout cas mon expérience, si on essaie d'amener le concept tel qu'il est pratiqué dans d'autres pays, ça va pas marcher. Et donc il faut des deux côtés, il faut que le franchisé puisse se retrouver dans les valeurs, mais il faut aussi que le franchiseur
laisse une certaine marge d'adaptation pour que les choses puissent, pour qu'il y ait une adoption, une adhésion. Il y a aussi, si je peux me permettre, Pierre, excuse-moi David, je te coupe, mais par exemple, nous on accompagne une enseigne sur Suisse dans son développement. Il y a aussi une phase qui est importante, c'est la journée d'immersion, c'est-à-dire que consécutivement au rendez-vous téléphonique, premier contact, les rendez-vous physiques, les présentations que vous allez faire de l'enseigne et autres, il y a aussi cette journée d'immersion. Et moi, j'accompagne une enseigne, justement, avec laquelle, à l'issue de cette journée d'immersion, le candidat remplit d'un côté son évaluation, le site pilote, en l'occurrence, également, et il y a un débriefing qui est fait à l'issue et qui va aussi conditionner la suite ou pas du projet, hein, des deux côtés. Hein. Je pense que ça, vous l'avez mis aussi dans le parcours, puisque vous êtes master franchisé en plus, donc je pense que c'est pas où se font les journées d'immersion candidats, mais c'est important aussi pour le recrutement futur et le projet de ce candidat à la franchise. Hein. Oui. Oui, alors la manière dont on le fait, nous, chez Guino, je ne connais pas toutes les autres franchises, mais c'est vrai que l'Institut de Lausanne que j'ai investi dedans, donc je suis à la fois franchisé et franchiseur. Mais pour moi, c'est l'immersion et c'est une étape qui doit arriver assez rapidement. Les candidats, je les fais venir à l'Institut. L'Institut sert à ça, hein, c'est le showroom, c'est montrer que ça fonctionne en Suisse, parler dans le concret de comment ça fonctionne, rencontrer les esthéticiennes. Et ça, c'est clé et ça arrive au départ rapidement dans le process parce que s'il n'y a pas cette étape, c'est moins concret. Et moi, je le vois, les personnes qui passent ici, après ça, on est dans une autre forme de discussion. On est dans une projection. La personne a pu se projeter dans ce qu'elle va vouloir réaliser. Et d'où l'importance d'avoir des choses à montrer, mais concrètement. Et la meilleure immersion, je dirais, en Suisse, hein, c'est d'avoir quelque chose d'abord sur place parce que on peut aller en France montrer comment ça fonctionne, mais ça ne sera pas perçu de la même manière. Merci, merci Pierre. C'est vraiment merci pour toutes vos différentes remarques, interventions. Je vais rajouter ma petite graine. Pierre, vous avez dit quelque chose d'assez intéressant. Vous avez parlé de confiance et là, je m'adresse pour le coup aux spectateurs qui sont en tout cas des enseignes françaises et qui s'intéressent au marché suisse. Il y a un élément à mon avis qui est fondamental, hein, en tout cas de mon point de vue, hein, je vous laisserai réagir là-dessus, Pierre Rolland, mais en fait, il y a des éléments de la culture suisse qui sont quand même fondamentalement différents. Et quand je dis fondamentalement, c'est fondamentalement différent en fait de la culture française. Je dirais qu'à bien des égards, en fait, la culture suisse est plus proche de la culture japonaise que de la culture française. Ce qui signifie qu'en tant que franchiseur qui arrivait sur le marché suisse, vous avez quand même cette obligation aussi quelque part de bien comprendre ces différents éléments culturels. Parce que le risque, en fait, c'est un peu comme, en tout cas, un employé un employé français, par exemple, qui arrive dans une équipe suisse. Si vous heurtez, il est très facile finalement de heurter quelque part les valeurs, la culture locale sans même s'en rendre compte. Et donc, ce point, en fait, il est juste fondamental. Alors, je ne sais pas comment vous, Pierre Rolland, vous l'avez vécu, et si vous l'avez vécu, parce que peut-être que vous ne l'avez pas vécu finalement, mais ça, c'est un élément qui, moi, me paraît assez important. Il est capital parce que aussi dans la manière d'aborder la relation, en Suisse, la personne ne va pas vous dire forcément qu'elle est mécontente. Alors, si on heurte ou si on ne procède pas de la même manière, on ne va pas voir forcément le retour de la personne. Mais la personne, elle ne va jamais nous rappeler. Et ça, c'est avec notre côté latin, en tout cas, au départ, c'est frustrant. Mais après, ça nous permet de mettre encore plus d'attention sur la manière d'être, sur le savoir-être et de s'insérer dans cette culture. Ça a été dit, mais voilà, la Suisse, c'est pas une extension de la France, c'est loin d'être ça. C'est un pays différent avec des spécificités, des régionalités très très fortes. Et il faut pouvoir s'adapter à chaque canton. Et donc pour moi, cet élément est capital. Et ce que j'ai pu vivre moi justement dans mon expérience, c'est que aussi dans la manière forcément, quand on essaie d'avancer, il y a des points sur lesquels on n'est pas forcément d'accord. En Suisse, les personnes sont des personnes de compromis. Ça veut dire il faut qu'on avance, que l'un avance et que l'autre aussi. Nous, en France, on est plus dans le conflit. C'est-à-dire qu'on va faire valoir nos arguments et puis
et puis voilà, on va peut-être pas assez écouter l'autre. Ça, c'est un élément pour moi que j'ai appris et je remercie la Suisse pour ça, c'est d'arriver vers ce compromis et chacun doit faire un pas. Et quand on négocie, on pense à l'autre, on ne pense pas à soi-même, enfin, qu'à soi-même. Et ça, dans la culture, c'est fondamentalement, comme vous l'avez dit David, différent. Bon, Pierre, en tout cas, vous avez donné envie, à mon avis, à tous les Français qui écoutaient, qui sont venus en disant comment je peux aller m'installer en Suisse, à j'ai envie d'aller en Suisse, par ce rappel du flegme suisse et aussi de cette profonde, je ne sais pas si c'est honnêteté, parce que je crois que tous les êtres humains sur le monde, c'est à peu près le même. Mais ce qui est sûr, c'est que Laure, à chaque fois, je vous entends souvent ça. J'ai entendu les débats ce matin. À chaque fois, c'est revenu ce côté, effectivement, voilà. En Suisse, on est dans une manière de faire beaucoup plus soft, tout aussi pro, tout aussi exigeante, mais qui est un peu moins effectivement frontale, pour reprendre le terme de Pierre sur le sujet. Donc moi, ça me frappe en tout cas. Et quand j'entends mes clients qui sont présents en Suisse, et naturellement, nous en avons pas mal. Je pense notamment à Caravin. D'ailleurs, je salue l'occasion de ce webinaire. Mais c'est vrai que c'est à chaque fois quelque chose qui ressort tout le temps. Donc, je crois que ce soit dans le digital ou dans le réel, c'est un élément à bien prendre en compte. Tout à fait. Merci Olivier. Alors peut-être, il nous reste 5 minutes, on va peut-être pouvoir aborder quelques questions en fait des candidats. Donc première question, quel est le bon taux de recrutement versus contact? Alors il me semble qu'on l'a dit tout à l'heure, mais peut-être que ça, je pense que c'est une question peut-être plus pour les deux finalement, même les trois d'ailleurs. Oui, les trois. Ouais, alors moi, taux de transformation, oui, c'est. Vas-y Olivier. Non, moi, je suis moins pro que Pierre sur son institut. Laure aussi. Par contre, j'ai un benchmark un peu plus large, on va dire, avec 150, 160 enseignes qui utilisent notre outil. C'est pour ça que je l'ai mentionné au début. Il y a le fantasme et la réalité. Et puis de la réalité, il y a ce vers quoi on peut tendre. Et puis il y a aussi l'impact Covid, qui est quand même, là on n'est pas en l'air, c'est pas parce qu'on est dans le digital, le Covid est passé, et donc à mon avis, il a rebattu un peu les cartes, et malheureusement dans un mauvais sens, quoique. Donc je pense en tout cas que si je suis un développeur, est-ce que ça varie aussi en fonction des secteurs? Oui, mais je pense que ça a varié, surtout avec le Covid, mais sinon, on reste dans un taux que je constate assez régulier. Si je fais 1% de conversion, je peux estimer quand même que je peux m'améliorer beaucoup, 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 beaucoup. Dès que je suis au-dessus de 2, je peux dire à mon patron développeur d'une enseigne que je suis dans les ratios. Et là où je vois finalement, pour reprendre un terme mathématique, donc la médiane, alors pas la moyenne, mais la médiane, à mon avis, on est à 2,5. Et finalement, les 20% les plus talentueux vont être au-dessus de 4%, avec dans des secteurs de l'esthétique, des choses, ou de la coiffure, ou des choses comme ça, où en ce moment, je vois des taux arriver largement au-dessus de 5%. Je m'en étonne à chaque fois, mais c'est ce que je constate. Et avec une prime peut-être, quoi qu'on en dise, aux plus petites enseignes qu'aux plus grosses. C'est-à-dire qu'une fois que je suis bien installé avec des implantations un peu partout, je peux trier en gros plus dans mes candidats, mais je n'ai pas des zones partout. Donc, ce que je constate, moi, c'est qu'en tout cas, et surtout dans le digital, si j'ai fait le pari du digital tout de suite, que j'investis dessus, du coup, je n'ai pas d'autres choses dans lesquelles investir, j'ai des taux qui sont plus importants chez les petites enseignes. Voilà les 2-3 choses que je devais dire. Entre 1,5, ce qui n'est pas forcément bien, autour de 2%, 3%, je suis dans la norme, on va dire, européenne en tout cas. Pierre, votre taux à vous, c'est quoi? Ce serait quoi plutôt? Alors, je pense qu'il n'est pas représentatif parce que aujourd'hui, c'est pas pareil. Non. Et puis aujourd'hui, je suis vraiment dans une phase de démarrage. Donc, moi aujourd'hui, j'ai privilégié le contact. Donc aujourd'hui, j'ai eu une vingtaine de contacts et puis j'ai eu une ouverture. Ouais, c'est pour le coup un bon score là. Oui, mais plus je vais vouloir grandir, plus après les taux vont être ce que se précisé par Olivier, quoi. C'est logique. Laure, peut-être un mot. Oui, non, mais moi c'est pareil. Les taux, ça n'a rien à voir avec une fonction de développeur classique. Nous, on est des taux supérieurs à 4%, mais c'est normal parce que le client, il nous paye pour ça. Donc voilà. Je veux dire, il nous paye pour aller chasser, pour entretenir, voilà. Donc forcément, c'est pas la même chose. Très bien. Alors un petit retour d'information pour Valérie Mang qui nous demande ce qu'est un DIP.
Oui. Voilà. Allez, je suis plus franco-français, je réponds ou Laure, vas-y. Vas-y, Olivier, vas-y, je t'en prie. Alors, DIP, donc je mentionnais Documento de Precontactual de Información en Espagne, dans d'autres pays aussi, on voyait qu'en Suisse, ce n'était pas le cas, mais en tout cas en France, on appelle ce qu'on appelle la loi Dubin, qui a fixé un cadre contractuel qui dit que je ne peux m'engager à devenir franchisé que, en tout cas, le contrat n'est valable que si j'ai bénéficié d'une information claire et éclairée au moment de m'engager. Et donc, c'est ce qu'on appelle le document d'information précontractuelle. Ce document doit être remis 21 jours minimum avant tout contrat. Dans ce document figure un certain nombre d'éléments. Alors, je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais figurent des éléments classiques qui vont permettre aux candidats d'apprécier la réalité et l'intérêt du concept. On va retrouver le bilan du franchiseur, les revenus parfois d'une unité pilote, une partie du concept. Enfin voilà, on va retrouver un certain nombre d'éléments qui vont permettre les sorties et les rentrées des implantations dans le réseau. Bref, un certain nombre d'informations qui vont permettre d'agir en acteur économique éclairé, on va dire, et qui remet par rapport à parfois en France, on est toujours là-dedans et la jurisprudence évolue, entre un franchiseur qui serait omnipotent, tout-puissant et un candidat franchisé qui serait perdu au milieu de tout ça. On voit bien que la relation est souvent plus équilibrée. Merci. Écoutez, on arrive au terme de cette conférence. Je crois que ça a été plutôt très riche. On a vu différents conseils, différents outils aussi à utiliser dans le cadre de son recrutement de franchisés. En tout cas, moi, je vous remercie pour la qualité des informations transmises, pour l'expérience terrain aussi de tous, et notamment aussi de Pierre Rolland. Je vous invite donc à contacter, si vous êtes un des spectateurs et un enseignant intéressé, je vous invite donc à contacter nos interlocuteurs si vous souhaitez avancer dans votre projet. Alors, Laure Limousin, Olivier Pires, Pierre Rolland, je vous remercie pour votre présence, vos conseils, tout ce que vous avez pu apporter. C'est vraiment très, très, très inspirant, très intéressant. Chers spectateurs, vous recevrez par email un message vous indiquant de la disponibilité du replay. Et moi, je vous dis donc à très bientôt. Tchuss. Merci David. Merci à tous. À bientôt, merci. Au revoir.